Alors, on va essayer de raconter maintenant une histoire, tout un enchaînement de propriétés qui partent de l'existence du PGCD et d'une forme de construction et jusqu'au ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique, TFA. Voilà. D'abord, et en passant par des résultats vraiment essentiels qu'on montrera un petit peu. Alors, d'abord, on avait pris un idéal, un autre idéal, ils sont tous sous cette forme, d'accord, engendrés par un élément, donc A et B. On fait la somme, et là, on obtient forcément un idéal, et donc un élément unique, si on le suppose positif. Et c'est le PGCD de A et B. Alors, quand on se rappelle que contenir, c'est diviser, et que l'on voit que cet idéal, c'est le plus petit idéal qui contient à la fois A et B, et ben, on traduit tout ça et on obtient la chose suivante, donc qui va être la caractérisation du PGCD, c'est que si un entier divise A et un entier divise B, alors cet entier divise D. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans ce sens-là. Dans ce sens-là, étant donné que D divise A et B, eh ben, ça, ce sens est évident. Mais regardez ça, ça veut dire que quand on a un élément qui divise deux nombres, alors on peut se ramener, cette condition, cette restriction, nous ramène à un seul nombre, D. D'accord? Donc, voilà. Et s'il y avait n nombres par récurrence, hein, l'addition elle est associative, donc ici on a une opération de PGCD à plusieurs éléments qui va être associative. Bon, eh ben c'est pareil, vous avez delta qui va être divisé par n nombres, et ben vous pouvez vous ramener à partir de ces n nombres à qu'un seul, et donc vous avez un test beaucoup plus simple. Donc ici, c'est une simplification de la relation divise quand elle est en système. Voilà. Une autre caractérisation du PGCD, plus simple, disons que ça c'est une propriété du PGCD, sa grande force. Pour montrer qu'on a bien un PGCD, eh ben, c'est un diviseur qui est combinaison linéaire, Z linéaire. Voilà. Alors, pourquoi? On voit bien que si D est PGCD de AB, alors ce qu'on va avoir, c'est que A, qui est l'idéal engendré par A, qui est inclus dans cet idéal-là, est donc inclus là-dedans, donc D divise A, et de la même manière, D divise B, donc ça, c'est pas un problème. Et comme D, il appartient à l'idéal engendré par D, donc à ça, ben forcément, il est de la forme UA plus VB, de toute façon, A plus B, c'est l'ensemble des éléments qui sont de cette forme-là. Donc dans ce sens-là, ça va. Dans l'autre sens, bah, si D divise A et B, et D se met sous la forme UA plus VB, bah, puisqu'il se met sous la forme UA plus VB, il est là-dedans. Et s'il est là-dedans, donc D est forcément un élément de ça. Maintenant, il faut montrer que c'est un générateur, c'est-à-dire il faut montrer que D divise tous les éléments qui sont de cette forme-là. Et bien oui, puisque D divise A et B, D divise tous les éléments qui sont sous cette forme-là. Et donc l'unicité vient de l'unicité du générateur positif. Donc on a la réciproque et l'unicité nous donne l'égalité. Voilà. Maintenant, avec ça, on montre le lemme de Gauss. Le lemme de Gauss, ça va être le pivot qui va nous faire basculer vers le TFA. Alors, donc, on dit que A et B sont premiers entre eux si le PGCD de A et B, c'est 1. On suppose que A divise le produit BC et que le PGCD de A et C est égal à 1. Alors, ça implique que A divise B. Alors, ce qui est important, ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Encore une fois, regardez le côté simplificateur. Hein. On avait une divisibilité compliquée, et on se ramène à une divisibilité simple. Encore une fois.
notez que, étant donné que la relation divise est une relation transitive, si A divise B, comme B divise BC, A divise BC. Donc, dans ce sens-là, pour compliquer, c'est facile en quelque sorte, d'accord? Mais pour simplifier, c'est difficile. Bon, c'est souvent ça les maths, hein. Et donc, il faut regarder ce lemme de Gauss comme un lemme de simplification et comme une espèce de réciproque contre-intuitive à la transitivité, hein. A divise BC, eh ben oui, on veut simplifier, et A divise B, à condition que le PGCD de A et C égale à 1. Et la preuve est extrêmement simple si on pense à cette identité, dont je n'ai peut-être pas dit qu'elle portait un nom, c'est l'identité de Bezout, hein, d'accord, et qui se calcule, il y a des algorithmes pour ça, et puis l'algorithme le plus célèbre, c'est l'algorithme d'Euclide, qui permet de trouver U et V. Alors, comment on va montrer le lemme de Gauss? On va mettre l'identité de Bezout pour A et C, puisqu'ils sont premiers entre eux. Il existe U et V tel que UA plus VC égale 1. Je multiplie par B, donc ça fait UAB plus VBC égale B, d'accord? Maintenant, comme A divise BC, il va diviser ce membre-là. A divise évidemment AB, donc UAB même, il divise ce membre-là, donc il divise la somme et il divise B. Voilà, c'est le lemme de Gauss. Il sert tout le temps. Voilà. Ensuite, le lemme d'Euclide. En fait, le lemme d'Euclide, c'est presque équivalent au lemme de Gauss, vraiment avec très peu d'hypothèses sur l'anneau, date intègre ou des choses comme ça. Bon, on a un lemme de Gauss et un lemme d'Euclide qui sont équivalents. On prend P premier. Je vous rappelle que P premier, ça veut dire que il n'est divisible que par 1, disons plus ou moins 1, et lui-même, ou plus ou moins lui-même. Alors, P premier, si P divise AB, alors P divise A ou P divise B. Voilà. Bon, ça vient de quoi? Étant donné qu'il est divisible que par 1 ou lui-même, soit P divise un élément, hein, par exemple B, soit P divise B, soit P est premier avec B. D'accord? Puisque le seul diviseur commun de P et B, il pourrait être P si P divise B, et sinon, c'est forcément 1, puisqu'il est diviseur de P, et donc vous n'avez pas le choix. Donc, vous pouvez interpréter là le fait P divise AB. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire soit P divise B, ok, donc on a P divise B. S'il divise pas B, alors il est premier avec B. Et donc dans ce cas-là, vous appliquez le lemme de Gauss, et donc il divise A. D'accord? Voilà. Alors, c'est simple, mais là, c'est là qu'il y a une confusion qui vient se mettre en arithmétique et qui a mis peut-être du temps dans la tête des mathématiciens depuis Euclide pour différencier les deux. On a ce lemme d'Euclide, ça devait être clair pour Euclide, hein, il rapproche deux notions. Il identifie deux notions. La notion d'irréductibilité. Alors, on va leur donner des noms à ces notions. Ce que je vais appeler irréductible, c'est P est irréductible si P ne peut pas se décomposer. Bon, vous allez me dire, elle peut toujours se décomposer en 1 fois quelque chose, mais vous refusez de mettre des unités dans la décomposition, des inversibles dans la décomposition. Donc, P, bon, il est obligé de se décomposer. 6, il n'est pas irréductible parce que 6, c'est 2 fois 3. 3, il est irréductible parce qu'on ne pourrait pas faire une telle décomposition, à part une décomposition avec des inversibles comme 1 fois 3, moins 1 fois moins 3, ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est l'irréductibilité. Premier, c'est justement cette notion, P premier, si quand P divise AB, alors P divise A ou P divise B. Voilà. Et ça, ce sont des notions qui, au départ, sont distinctes, mais elles sont confondues parce que quand on travaille dans Z ou dans K de X,
quand on a un premier, on a un irréductible et inversement. Alors, en général, dans un anneau, on va dire intègre, et ben, quand on est premier, on est forcément irréductible. Mais quand on est irréductible, on n'est pas forcément premier. Et dans Z, bah, premier et irréductible, c'est pareil. Les deux notions coïncident. Voilà. Maintenant, le lemme d'Euclide permet de montrer le théorème fondamental de l'arithmétique. Qu'est-ce que c'est? Bah, on prend un entier non nul, alors il peut se décomposer en plus ou moins, toujours les unités, et en premier, donc un produit de PI, NI, on a, bon, avec les PI premiers, hein, bien sûr, hein, premier, et alors, bon, l'existence est facile, mais l'unicité n'est pas tout à fait. Après, on l'utilisera tellement qu'on a l'impression que c'est très facile, mais l'unicité n'est pas facile. Il y a unicité à permutation près, si on prend les nombres premiers positifs, hein, vraiment, et puis là on met, évidemment ça ce sera le signe, donc ça il y a unicité du signe, et ici il va y avoir unicité de la suite des pays à permutation près, donc on a unicité de ces NI pour un A fixé et pour un I fixé. Voilà. Unicité de la décomposition. Alors pourquoi d'abord ça existe? Alors ça c'est très facile. Pourquoi on peut décomposer un nombre en nombre premier? Ben, regardez, hein, vous prenez un nombre, soit il est premier, bon, ben dans ce cas-là il est décomposé lui-même en nombre premier, soit il ne l'est pas, dans ce cas-là ce nombre A il va se décomposer en B fois C, et par récurrence, vous aurez montré que donc B et C sont strictement plus petits que A. Prenons A positif, hein, comme ça c'est facile, quitte à multiplier par -1. Donc A est égal à BC. B et C sont strictement compris entre 1 et A, d'accord, puisque B et C ne sont pas des unités. Et donc ils sont strictement compris entre 1 et A. Donc on peut faire une récurrence, hein, sur A. Et B va se décomposer, C va se décomposer. Et puis l'initialisation, ben on le fait pour 1, puis c'est terminé. Voilà. Unicité, ça c'est plus difficile quand même. Donc on suppose qu'il y en a deux, mais ça veut dire qu'on a P1, N1, PK, NK, et vous avez P'1, N', jusqu'à P', K', parce qu'il n'y en a pas forcément autant hein, de nombres premiers, N', K'. Bon, alors on va utiliser le lemme d'Euclide. Bah, pensez bien le lemme d'Euclide par référence, hein, vous voyez que si on a P divise A1, A2, A3 jusqu'à AN, bah, ça veut dire qu'il en divise 1 parmi les AI. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'assez clair, c'est juste une récurrence. Bien. Donc maintenant, vous supposez ici, vous avez N1 qui est positif, ici, strictement positif, donc P1 qui va diviser le membre de gauche, donc P1 divise le membre de droite, hein, et maintenant vous écrivez le membre de droite comme ceci, vous appliquez le lemme d'Euclide, le lemme d'Euclide général, hein, à N, et vous allez voir que forcément, quand vous avez deux nombres premiers, si l'un divise l'autre, alors forcément ils sont égaux. Je prends des nombres premiers positifs. Hein, alors maintenant vous avez P1 qui divise ceci, ben, ça veut dire qu'il aura forcément, d'après ici, il va diviser l'un de ceux-là, d'accord? Et comme P1 est premier et que tous ces facteurs sont premiers, le fait qu'il divise va impliquer qu'il sera égal. Donc, on pourra dire, bah, par exemple, c'est P'1, P1 ce sera égal à P'1, et après, dans cette égalité, on simplifie par P1 et on fait une récurrence descendante qui va converger, c'est pas quelque chose de difficile. Voilà, donc le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est l'unicité de la décomposition en premier
Et ça, et qui sont aussi des irréductibles, hein, unicité de la décomposition en irréductible. Voilà, c'est un schéma général qu'il faut bien connaître. Et bon, je suis peut-être allé un petit peu vite sur l'épreuve, mais ce qui est important, c'est comprendre ce déroulement, hein, pour la grecque, quoi. Voilà. Très bien.